Oui, je vois. Voilà, donc c'est au tour de euh, la présentation de notre intervenant. Je vais me mettre comme slideshow, ça sera mieux. Voilà, donc c'est avec un immense plaisir que nous accueillons pour cette journée d'immersion André Nerman, acteur, metteur en scène, chanteur, auteur, danseur, guitariste et j'en passe et des meilleurs. André est loin d'être un inconnu pour nous. Il est venu présenter Jacques Brel ou L'Impossible Rêve et plusieurs autres pièces avant et après qui ont toutes charmé la communauté francophone. En plus, à l'occasion d'une journée d'immersion de 2019, André et son comparse Pascal Germain ont présenté l'adaptation d'André de Terre des Hommes de Saint-Exupéry, dont on parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, qu'il jouait en duo aux États-Unis à ce moment-là. André vient aujourd'hui nous parler de Bienvenue en Islande, le film qu'il tourne en ce moment. Son exposé s'inscrit parfaitement dans l'initiative de l'année pour le CFP, qui est le sport, à cause des Jeux Olympiques de Paris. Mais qui plus est, le sport comme thérapie pour aujourd'hui, et nous allons comprendre pourquoi. Alors, s'improvise-t-on cinéaste? Certes non. Petite bio, alors André est né à Biarritz, il a d'abord fait des études à Sciences Po, mais coup de foudre pour le théâtre, il devient tout de suite amoureux très jeune du théâtre. Il prend des cours de théâtre et il obtient un premier prix. Ben voyons. Début d'une grande carrière, il joue au Festival d'Avignon, de Sarlat, d'Angers, au Théâtre de la Ville, de la Huchette, etc. Et il interprète tous les rôles dont rêve un jeune comédien français. Rapidement, on le voit au cinéma, par exemple Miroir, mon beau miroir en 2008, ainsi que dans un nombre important de séries télévisées. La section de recherche était très connue dans ces années-là. Ensuite, il met en scène un grand nombre d'œuvres théâtrales, Huis clos, La Leçon. Il fait aussi des adaptations. Terre des Hommes, on l'a dit, J'accuse, Apollinaire, Soldat et amoureux, Molière amoureux, etc. Il crée sa propre compagnie théâtrale. Et à un certain moment, il part aux États-Unis pour y enrichir son expérience et y prendre les cours du bien connu Actor Studio. Waouh! Nous l'avons connu ici, je l'ai déjà dit, grâce à ses spectacles musicaux d'une grande originalité, tels que Jacques Brel ou L'Impossible Rêve, où il y interprétait le rôle de Brel, jouait de la guitare, dansait, chantait, etc. Le spectacle connaîtra un énorme succès donc ici, mais aussi à Paris, en Russie, au Japon, en Suisse, au Canada. André aurait pu se contenter d'être un grand comédien et un excellent metteur en scène, mais ce qui le démarque des autres, c'est d'avoir, depuis des années, déployé des trésors d'énergie, et il en faut, en mettant dans ses bagages Molière, Brel, Saint-Exupéry et d'autres pour les faire connaître dans le monde entier et aux États-Unis en particulier. Son mérite est tel qu'en 2021, André a reçu la médaille d'or du rayonnement culturel de la Renaissance française. Le voici avec le général d'armée Bruno Darry, qui est le président du comité de la Flamme et qui a remis la médaille. J'ai trouvé un article qui disait, je suis bien d'accord, amplement mérité, puisque depuis des années, André s'est employé à faire apprécier la littérature, le grand répertoire français, les beaux textes et bien au-delà des frontières françaises. Et ce, toujours avec passion, énergie et tel Cyrano avec panache. À vous le micro, André. Bénédicte, que dire? Merci beaucoup pour ce portrait qui me fait rougir. Voilà. Très bien, je vous dis bonjour à toutes et à tous et je vais donc vous parler aujourd'hui des bienfaits du sport pour les enfants qu'on appelle en France différents. Aux États-Unis, on dit special needs. Voilà, selon les pays, les cultures, il y a des mots un peu différents, justement, c'est toujours compliqué de nommer. Il y a beaucoup de cas très différents, mais ce qui est sûr, c'est que la pratique du sport ne peut être que bénéfique quand elle est pratiquée intelligemment, bien sûr. Et moi, je vais me concentrer sur les sports nautiques, la thérapie par l'eau, par l'océan et particulièrement par le surf. Je vais d'abord vous expliquer, vous parler un petit peu de l'histoire de mon fils,
mon fils qui a un handicap et qui m'a inspiré le film que je suis en train de réaliser actuellement. Et vous allez voir qu'il y a un rapport avec la thérapie par l'océan, et plus particulièrement par le surf, ou tout au moins le contact avec les vagues. Alors, l'histoire de mon fils. Mon fils, qui a 14 ans aujourd'hui, est atteint d'une pathologie d'origine neurologique qui affecte le langage et la motricité. De plus, il est épileptique, bien qu'il y ait eu une rémission de 2 ans, entre 9 et 11 ans. Mais évidemment, le moment de l'adolescence est toujours un moment difficile. Alors, vous attendez un enfant désiré, fruit de l'amour, quelle joie. Notre fils Malo arrive un peu à l'avance de 6 semaines, rien de dramatique. Il n'est pas bien gros, un peu renfrogné, mais les réflexes essentiels sont là. La marche, la succion du sein. Et puis, les semaines passent, et il est évident que quelque chose ne va pas. Mais on ne veut pas le voir. Ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, la descente aux enfers commence. Alors, ce sont les visites de tous les spécialistes, les examens, et tout se mélange. Un asthme sévère du nourrisson qui, pendant 2 ans, nécessite une antibiothérapie quotidienne. Puis les premières convulsions épileptiques, une marche tardive, un gros retard psychomoteur et pas de parole. De plus, une hypotonie très importante de l'ensemble du corps. Il était très lax et surtout au niveau des mains et de la bouche. L'IRM du cerveau a montré des anomalies au niveau de ce qu'on appelle les substances blanches. La myélinisation, c'est-à-dire la connexion des neurones qui se fait dès la grossesse et pendant la première année de l'enfant, ne s'est pas bien faite. Cette myélinisation continue jusqu'à l'adolescence et au-delà, mais dans le cas de Malo, beaucoup plus lentement. La cause de cette pathologie, jusqu'à présent, n'a pas été trouvée. Pas d'origine environnementale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accident, de consommation d'alcool ou de drogue pendant la grossesse. Et jusqu'à présent, toutes les recherches génétiques, et on en a fait beaucoup, n'ont absolument rien donné. Et généralement, ce cas de dysfonctionnement neurologique s'accompagne d'une déficience cognitive. Et c'est ce que pensait le corps médical quand notre fils était tout petit. Malgré tout, on s'accroche à la possibilité de progrès, l'énergie du désespoir des parents, mais aussi peut-être une intuition profonde. La loi oblige en France les écoles, depuis Jacques Chirac, les écoles à accepter les enfants handicapés. Alors on y croit. Après avoir été accueilli par une crèche exceptionnelle tout près de la basilique du Sacré-Cœur, pas loin de chez nous, Malo est admis à la maternelle, mais il sera accompagné bien sûr par une AVS, c'est-à-dire un accompagnant de la vie scolaire. Mais très vite, les enseignants, les médecins, les thérapeutes, tous, ou presque tous, excepté quelques esprits plus éclairés, s'accordent à dire que la place de Malo n'est pas à l'école et qu'il doit intégrer une institution. La maîtresse ne cesse de répéter, il est incapable d'apprentissage, il est de toute évidence déficient sur le plan cognitif. Et nous, les parents, nous sommes forcément dans le déni. Et puis un jour, on nous parle d'un centre, l'Institut Feuerstein de Jérusalem, où des enfants du monde entier viennent en thérapie. Le professeur Feuerstein était un pédagogue juif roumain qui a développé une méthode thérapeutique unique au monde, au départ en essayant de sauver les enfants traumatisés qui revenaient des camps de la mort. Et puis on nous dit que 2 thérapeutes de ce centre viennent à Paris pour rencontrer des enfants et faire des évaluations, et que nous pouvons prendre rendez-vous. Qu'avons-nous à perdre? On prend rendez-vous, Malo a 5 ans. Alors nous arrivons dans un lieu informel près des Champs-Élysées.
Nous sommes accueillis par deux femmes visiblement juives traditionnelles, vêtues de robes longues et portant des foulards. Et c'est le miracle. En 45 minutes, ces deux femmes vont réussir à déceler l'intelligence de notre fils. À travers des petits jeux et une très subtile médiation, nous voyons que notre fils est capable de faire des suites logiques, des paires, et qui connaît ses couleurs. Alors, suivant leurs conseils, nous décidons de programmer 6 semaines de soins à l'Institut Feuerstein à Jérusalem. Nous n'avions absolument pas les moyens, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, il faut se loger, etc., etc. Mais on s'est dit qu'on allait les trouver et on les a miraculeusement trouvés. Et à partir de ce moment-là, la vie de notre fils a été transformée. Nous avons découvert que Malo savait parfaitement lire et compter sans que personne lui ait appris. Mais il a fallu encore se battre contre le scepticisme et l'incrédulité. Personne n'y croit quand on est de retour en France. Aujourd'hui, notre fils est en 4e ordinaire, en inclusion, et ses résultats sont formidables. 18 sur 20 en anglais, excellent en histoire et géographie, en calcul, orthographe parfaite. Alors en parallèle, Malo, dans son corps, malgré ses difficultés motrices, il ne courait pas, il ne sautait pas. Il a toujours d'ailleurs une grande appréhension de l'espace autour de lui, une difficulté à dissocier les mouvements, motricité fine, très maladroite. Il ne peut pas écrire à la main et il écrit quand même, heureusement, à l'ordinateur avec un doigt. Et même maintenant, il a des difficultés dans la vie quotidienne, il ne peut pas s'habiller entièrement tout seul, faire entièrement sa toilette, etc. En revanche, il a des points forts. Depuis tout petit, il vise très bien. Il peut lancer un ballon dans un panier de basket plusieurs fois de suite à 3 mètres de distance. Donc c'est une motricité pas du tout homogène. Et d'autre part, ce qu'on a remarqué depuis qu'il est tout petit, c'est qu'il se sent très bien dans l'eau. Comme si l'eau le libérait de ses limites. Il n'a pas peur. Depuis tout petit, il a une apnée naturelle, c'est-à-dire qu'il retient son souffle instinctivement dès qu'il a la tête dans l'eau. Nous sommes souvent allés à Biarritz, je suis natif de Biarritz, où les vagues sont puissantes et impressionnantes, et il n'a jamais eu aucune crainte. Et j'ai même pu lui apprendre les rudiments, ce qu'on appelle le bodyboard. Il est capable de prendre une vague allongée sur sa petite planche. Et il peut rester 1h30 dans l'eau sans aucune lassitude. Il joue avec les vagues, il se laisse porter. Un vrai bonheur. Enfin, hasard incroyable, mais y a-t-il un hasard? En Israël, nous avons découvert une autre thérapie, tout à fait par hasard. C'est la méthode Raviv, une méthode thérapeutique qui est née de l'expérience du surf. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Une famille israélienne est partie, pour des raisons professionnelles, habiter à Hawaï. Un petit garçon de 10 ans, avait une dyslexie très très importante au point de ne pas pouvoir écrire et lire. Et comme beaucoup de petits garçons qui arrivent à Hawaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire du surf. Il a progressé très très vite parce que là-bas, il pouvait y aller évidemment tous les jours. Et au bout de 2 ans, il était devenu un très bon petit surfeur. Et miracle, sa dyslexie avait complètement disparu. Ce qui a questionné les gens qui faisaient des recherches là-dessus. Ils ont essayé d'étudier la question et ils ont constaté que le mouvement du surfeur sur la vague, passant de droite et de gauche constamment en restant focalisé sur un point, favorisait la connexion neuronale. Et à partir de là, ils ont établi une thérapie très spécifique pour les enfants ou les adultes d'ailleurs, avec une succession de mouvements qui permet de tout sans arrêt traverser l'axe de symétrie en restant concentré sur un point. Le fameux 8, par exemple, faire un 8 par terre en marchant pendant 10 ou 20 minutes en regardant un point. Écoutons Fabienne Bétan, une spécialiste
en faisant travailler l'enfant sur des exercices moteurs structurés qui favorisent la coordination, le rythme, la focalisation, la traversée de l'axe de symétrie, conjugués avec des exercices de perception, d'attention, de mémorisation, de réflexion, le travail simultané sensoriel, moteur, perceptuel et cognitif permet une meilleure régulation des ondes cérébrales et un fonctionnement plus homogène. Et d'ailleurs, la méthode Raviv est un support à la médiation telle qu'elle a été définie par le professeur Feuerstein. Il travaille un peu main dans la main. Enfin, j'ai moi-même, depuis ma plus tendre enfance à Biarritz, vécu en osmose avec la mer et les vagues, surfeur depuis toujours. J'ai toujours puisé dans la force de l'océan une ressource spirituelle, à mon avis, salvatrice. Et l'expérience de mon fils m'a confirmé ce que je ressentais intuitivement. Le sport, au sens large du terme, est un facteur d'amélioration de l'état physique et psychique d'un enfant ou d'un adulte ayant une problématique de pathologie motrice ou psychique, cognitive de naissance ou due à un accident. Le mouvement va toujours dans le sens de la vie. Alors maintenant, je vais me pencher plus précisément sur les bienfaits de l'eau, de la mer et de la pratique du surf, qui peut être une activité nautique in extenso, pour les enfants différents, quelles que soient leurs difficultés spécifiques. Alors il y a à Biarritz, Biarritz, cette petite ville, enfin pas si petite que ça maintenant, au sud-ouest de la France, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un peu la capitale du surf de l'Europe. Il y a un médecin, le docteur Guillaume Baruc, qui est un fervent défenseur de l'idée que la mer, et spécifiquement le surf, a des effets thérapeutiques incontestables pour les enfants en difficulté. Alors je vais vous lire, il a écrit un livre qui s'appelle Surf Thérapie. Je vais vous lire quelques extraits. Surf thérapie et autisme. La pratique du surf dans l'océan peut apporter de grands bénéfices à des enfants atteints d'un syndrome autistique. Voici quelques-unes des raisons de faire surfer un enfant autiste. Pour son plaisir. Comme les autres enfants, la plupart des enfants autistes apprécieront la pratique du surf. Il convient néanmoins d'être à l'écoute de leur goût, de ne pas les faire surfer s'ils n'y prenaient pas suffisamment de plaisir. Pour sa santé, pour prévenir le surpoids, le diabète, l'hypertension artérielle et toutes les pathologies liées à la sédentarité. Il convient de faire pratiquer aux personnes autistes une activité physique régulière, comme le surf. Comme les autres, l'enfant autiste devrait adopter dès son plus jeune âge une bonne hygiène de vie pour prévenir les maladies chroniques liées au manque d'activité. Troisièmement, pour participer au traitement de sa maladie. La pratique régulière du surf pourrait améliorer les symptômes des enfants autistes et permettrait ainsi de diminuer les doses ou les recours à des médicaments psychotropes comme les neuroleptiques. La pratique du surf peut leur apporter des sensations nouvelles, consolider ou développer certaines de leurs aptitudes et ainsi augmenter leur confiance, leur estime de soi et par là même leur autonomie. Une intervention précoce auprès des enfants permet de développer leur capacité d'interaction sociale et de communication. Quatrièmement, parce que le surf est un sport adapté. Un sport individuel comme le surf convient mieux aux enfants autistes qu'un sport collectif comme le football ou le basketball, par exemple, dont les enfants auront du mal à saisir les règles du jeu et les interactions nécessaires avec les autres enfants. Les enfants autistes se désintéressent vite des jeux avec trop de règles, alors qu'en essayant le surf, ils se retrouvent en immersion dans le milieu océanique où ils peuvent évoluer librement. L'eau est un environnement privilégié pour les enfants autistes qui apprécient souvent la natation. Et enfin, parce que le surf se pratique dans un environnement privilégié. Le surf dans l'océan apporte plus de bénéfices que la pratique d'une activité aquatique en piscine couverte, car les enfants bénéficient en plus des bienfaits de l'eau de mer, de l'air marin et de la luminothérapie bénéfique pour les troubles de l'humeur, les troubles anxieux et les troubles du sommeil. Le surf et la trisomie 21.
La trisomie 21 n'est pas réellement une maladie, mais plutôt un état lié à l'existence d'un chromosome surnuméraire. Malgré un retard mental et un handicap physique très variable selon les individus, ceux-ci peuvent avoir une vie tout à fait satisfaisante. Leur espérance de vie est en constante augmentation et dépasse les 50 ans quand ils bénéficient d'un environnement favorable et stimulant, ainsi que d'un bon suivi médical dès le début de leur existence. Les patients qui en sont porteurs sont plus à risque de développer certaines pathologies cardiaques, orthopédiques, ORL, digestives. Il faut savoir dépister. Les enfants qui présentent ce syndrome ont souvent une hypotonie, c'est-à-dire une baisse du tonus musculaire et une hyperlaxité ligamentaire. Ils ont une taille adulte inférieure à la moyenne. On retrouve parfois chez eux des petites mains et des petits pieds. Ils peuvent présenter des troubles au niveau de certaines articulations, notamment la hanche. Mais cela ne les empêche pas de pratiquer une activité physique. Bien au contraire, celle-ci est même fortement conseillée à condition de leur apporter un encadrement adapté. Si certaines de ces personnes présentent parfois un surpoids, cela peut être lié à une pathologie associée à leur état, hypothyroïdie, mais aussi et surtout à une alimentation inadaptée et à un déficit d'activité physique, faute de structures sportives pour les accueillir dans de bonnes conditions. Une expérience pilote très concluante a été menée en juillet-août 2011 au Chili. Des moniteurs de surf spécialement formés à leur prise en charge se sont occupés d'enfants ayant ce syndrome, âgés de 7 à 12 ans. Au programme des activités proposées, des activités physiques, du surf et de l'hydrothérapie. Le programme a débuté avec un groupe pilote de 6 enfants qui ont eu droit à des cours sur la technique du surf. Dès la deuxième leçon, ils étaient tous dans l'eau, d'après le directeur du Surf Camp. Il n'est pas évident pour ces enfants de faire confiance à des personnes qu'ils ne connaissent pas aussi rapidement, mais nous nous sommes rendus compte qu'étonnamment, ils semblaient nous faire confiance sans aucun problème et qu'ils semblaient même très heureux. Pour améliorer l'état de ces enfants, il faut pouvoir les stimuler intellectuellement, physiquement, émotionnellement et socialement. Un stage de surf peut permettre cela, à condition de connaître le syndrome et de s'adapter individuellement aux capacités et à la sensibilité de chaque enfant. Voilà, je vous montre le livre Surf Thérapie de Guillaume Baruch. Là, vous le voyez, très passionnant. Bien montré. Tu peux le monter un tout petit peu plus parce qu'on voyait. C'était pas assez haut. Là? Voilà, c'est mieux. Très bien. Alors, une autre personne de Biarritz aussi, une éducatrice spécialisée, mais qui est aussi autrice, qui s'appelle Céline Sanchez, a écrit un très beau livre qui s'appelle La thérapie bleue. Je vous le montre là aussi. Et elle fait part de ses expériences avec certains patients. Alors là, il ne s'agit pas d'enfants, mais c'est le même genre de problématique. Elle nous parle de Yann, un homme d'une quarantaine d'années. Yann était arrivé au foyer après une longue période d'hospitalisation et de rééducation. Plusieurs années d'alcoolisation massive et de prise toxique l'avaient conduit à ce jour fatal où l'un de ses amis le retrouva inanimé dans un coma profond, avec des séquelles neurologiques irréversibles, portant gravement atteinte à ses capacités motrices et cognitives. Alors qu'auparavant et depuis le début des années 90, Yann vivait avec et pour le surf. Et lui-même, n'ayant pas du tout conscience de ses empêchements, c'est avec une conviction passionnée aux antipodes de sa passivité habituelle que son unique demande était de savoir quand est-ce qu'il repartirait surfer. Et pour Céline Sanchez, elle nous dit « Il me semblait impensable de laisser cet élan de vie s'éteindre et une énergie débordante m'envahissait à l'idée de le ramener dans l'eau. Mais tout le monde n'était pas du même avis. Le directeur du centre lui dit « Mais non, Céline, c'est du délire de le ramener dans l'eau, il n'est plus capable de surfer, regarde-le, c'est à peine s'il arrive correctement à marcher. » Notre Céline étant très obstinée, elle a travaillé avec lui et après plus d'1 an d'accompagnement, de soutien et d'efforts sans relâche, Yann prend enfin sa première vague debout. Il recommence à surfer, pas du tout comme il surfait avant, mais quelle victoire! Voilà
une preuve assez étonnante de l'effet que peut faire la pratique d'un sport et du surf par rapport à un problème aussi important sur le plan neurologique et même cognitif. Voilà les quelques exemples de points de thérapie pour des enfants ou des adultes qui ont des problèmes de handicap, des problèmes cognitifs, des problèmes neurologiques, des problèmes de pathologies de toutes sortes. Et de plus en plus, il y a des stages, il y a des sessions. On travaille beaucoup sur cette thérapie par les activités nautiques, par la mer et par le surf. Alors maintenant, je vais en venir à l'histoire de mon film, qui m'a amené à approfondir toutes ces questions-là, bien entendu. Alors le film s'appelle Bienvenue en Islande. Titre curieux, on me demande toujours, alors il y a une partie qui se tourne en Islande. Ben non, rien ne se tourne en Islande, ça ne se passe pas du tout là-bas. Mais ça, je ne vous en dirai pas plus parce que c'est un petit secret du scénario. Il faudra avoir vu le film pour comprendre ce que veut dire Bienvenue en Islande. Alors il s'agit d'un long métrage de fiction dont l'action principale se situe à Biarritz, mais également en Israël et en Californie. Alors le pitch, il s'agit du combat d'une mère pour son fils handicapé. Son fils pour lequel elle va se battre avec acharnement contre un monde médical et scolaire très pessimiste, car elle croit intuitivement à ses capacités insoupçonnées. Et grâce à une rencontre fortuite, un surfeur sur la plage, elle va découvrir de nouveaux horizons et des thérapies inespérées pour son fils. Alors ce scénario que j'ai écrit avec ma femme, la maman de Malo, Stéphanie Laurent, est inspiré de notre histoire. Je me souviens très bien, c'est dans un vol pour les USA. Je partais en tournée aux États-Unis, comme je l'ai fait souvent, que j'ai ressenti subitement ce besoin d'écrire. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi, ça a pris tout de suite la forme d'un scénario. Certainement parce que je suis acteur, il a fallu que je transpose cette histoire pour pouvoir mieux l'exprimer. Il n'est pas question de raconter notre histoire. C'est de là qu'est venu Bienvenue en Islande. Mais tout en étant une fiction, ce film retrace la trajectoire de cet enfant et ce que nous avons nous-mêmes traversé. Bon, je suis aussi un enfant de Biarritz, j'ai grandi tout près de la plage d'Île Biarritz, au sud de Biarritz, aucun souvenir d'apprendre à nager. La mer était le territoire qui me sauvait des troubles de mon enfance, et à 13 ans, j'ai découvert le surf, et on ne s'est plus quitté. Et il se trouve, comme je disais tout à l'heure, que tout petit, notre fils avait cette relation très privilégiée avec l'eau dans laquelle il se sentait très bien. Bon, le surf est devenu très à la mode aujourd'hui, mais au-delà de ça, on découvre, comme j'en ai déjà parlé, les vertus thérapeutiques extraordinaires du surf et des activités nautiques pour l'âme et le corps. Alors, l'histoire du film. Julie, cette maman, est une femme de 45 ans, prof d'art plastique. Elle vit à Biarritz, dans une maison proche de la mer, avec son mari Philippe, sa fille Lou, qui a 16 ans, et son fils Baptiste, qui en a 5. Lou n'est pas la fille de Philippe. Alors, on découvre au début du film Julie qui confie sa détresse à la psy avec laquelle elle est en séance. Et on retrouvera régulièrement leurs échanges tout au long du film. Avec ma femme Stéphanie, nous sommes restés soudés. Nous continuons de nous battre ensemble et à égalité pour notre fils. Malheureusement, ce n'est pas fréquent. Et dans 80% des cas, les couples explosent devant la difficulté. Et très souvent, c'est malheureux à dire, mais c'est le père qui, pris par son travail, encore prisonnier de l'image traditionnelle de l'homme, le père n'a pas la force, il démissionne et c'est ce qui se passe dans cette fiction. Mais tout le monde n'a pas la force. Comment le blâmer? Et alors Julie va faire une rencontre, un homme mûr, solitaire, un surfeur qui vit dans un van pendant l'été, mais qui est aussi un intellectuel et qui écrit des livres un peu mystiques, avec un passé douloureux, la perte d'un frère. Il sera le
passeur, celui qui va ouvrir les portes. La belle coïncidence. La découverte du centre Feuerstein de Jérusalem, d'une méthode inconnue, la ravive, inspirée du mouvement du surfeur, et lui, Tom, c'est son nom, va aussi apprendre la mer à Baptiste, ce mouvement fondamental et guérisseur de la vague. C'est en somme un voyage initiatique que Julie et son fils vont entreprendre. Alors voilà, quand le scénario était écrit, il fallait le réaliser, et ça c'est une autre histoire. C'est ma première réalisation, j'avais fait beaucoup de mises en scène de théâtre, mais c'est une toute autre aventure. Et voilà un nouveau parcours du combattant. N'ayant aucune expérience dans le domaine de la production cinématographique, je me trouvais devant un mur quasi infranchissable. La première idée, bien sûr, étant de trouver une production. Après avoir frappé à 10 000 portes, je me retrouvais avec ce scénario corrigé 15 fois, car bien sûr, j'ai dû entendre tous les sons de cloche, les experts, les copains, mes propres réflexions. Mais les retours étaient toujours très positifs. Quelle belle histoire, touchante, etc. Mais les productions me répondaient toujours, malheureusement, nous avons d'autres projets. Et puis la grande question, si tu veux accrocher une production, il te faut une star. J'ai fait quelques tentatives, mais dans toutes ces démarches, il y avait pour moi un impératif. Je ne voulais pas perdre la main artistique sur mon histoire. Et si je trouvais une production, la télévision, j'ai eu un contact avec la télévision, mais à peine je parlais de mon scénario qui voulait déjà en changer plein d'aspects. Il voulait imposer une distribution, imposer un réalisateur, je perdais tout. Et pour moi, il était hors de question de perdre la main sur cette histoire trop intime, trop personnelle, et je voulais vraiment en garder le contrôle. Et puis, les années passent, parce que ça fait quelques années que je travaille dessus. Et il y a un moment donné où, comme dit Jacques Brel, j'ai beaucoup travaillé sur Brel, comme Bénédicte en parlait tout à l'heure, il y a un moment où il faut se mettre au pied du mur. Il faut y aller, parce que sinon, il ne se fera jamais. Trop de gens ont plein de rêves dans la tête, mais qui ne réalisent pas parce que c'est trop difficile. Ah ben non, il faut y aller, il faut s'imposer une échéance. Et un jour, j'ai pris date avec ma petite association, en essayant de trouver quand même des sous à droite à gauche, comme j'ai pu, en faisant une collecte. Et j'ai été très aidé parce que j'ai eu autour de moi des mécènes qui m'ont soutenu, qui ont donné pour ce film pas du tout ce qu'il aurait fallu pour une grosse production telle qu'on peut les voir. Mais j'en étais au point de me dire, ce film, je vais le tourner même si je le tourne au portable. Ça se fait. Et puis c'est là que la chance, les étoiles se sont alignées. J'ai rencontré un chef opérateur, Guillaume, qui lui, tellement touché par cette histoire, comme il travaille beaucoup, il n'a pas de problème de fin de mois, il m'a dit, écoute-moi ton film, je le fais, je ne demande rien pour moi. Simplement, il a un matériel professionnel extraordinaire, la meilleure caméra qu'on puisse avoir pour filmer pour le cinéma. Simplement, il avait des assistants qu'il a fallu quand même, évidemment, là, rémunérer. Mais, et puis voilà que je me suis retrouvé dans un processus de vrai cinéma, avec une véritable équipe, avec, voilà, ça a été absolument extraordinaire. En ce qui concerne les acteurs, j'ai fait appel, bien sûr, je commence à en connaître beaucoup, à des acteurs que je connais, des amis qui pouvaient correspondre au rôle. Et puis j'ai fait quand même quelques auditions, surtout sur place, parce qu'étant à Biarritz, il fallait prendre des gens sur place, et c'était bien. Et puis surtout pour le rôle principal de la mère, j'ai joué pendant des années, Bénédicte n'en a pas parlé, cette pièce, un rapport sur la banalité de l'amour, qui a été un très très grand succès, qu'on a beaucoup beaucoup joué. Et la comédienne, c'est l'histoire entre Martha Heidegger et Hannah Arendt, et la comédienne qui jouait Hannah Arendt, un jour, je l'ai regardée, je lui ai dit, mais tu es parfaite pour jouer le rôle de la mère dans mon film. Et elle a été parfaite. C'est une comédienne qui vient de la comédie française et du théâtre public, et qui a un talent fou. Voilà.
Et donc, tout s'est enchaîné et on a pu tourner. Alors, on avait 3 jours à Paris, on l'a fait au mois de juillet dernier. Et en septembre, on a tourné 3 semaines à Biarritz. Ça a été absolument extraordinaire, avec des galères pas possibles et des chances pas possibles, mais c'est toujours comme ça dans le cinéma. Et en fait, on a 80% du film qui est déjà tourné. Il nous reste maintenant à tourner des séquences en Israël. Vous comprenez qu'en ce moment, c'est pas facile. Normalement, ça devrait se faire au mois de mai. Et aux États-Unis, à San Diego, qu'on devrait faire en avril. Voilà, on est toujours et constamment à la recherche de fonds pour financer tout ça. C'est une lutte permanente. Voilà. Ben voilà, on va pouvoir peut-être regarder des images, les photos de tournage. Bénédicte, tu peux lancer, voilà. Alors voilà les photos de le tournage. On a beaucoup tourné à la plage à Biarritz, forcément. Beaucoup de scènes se passent sur la plage. Donc là, on voit l'équipe technique, on voit des acteurs. Vous voyez, en bas, là, il y a le petit garçon qui joue le rôle du petit garçon. Ça aussi, c'était compliqué à trouver. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un neveu qui a un fils qui avait l'âge du rôle. Et c'était formidable que ça se passe en famille. Il a été vraiment formidable. Voilà, on peut peut-être, voilà, sinon vous voyez, c'est la plage au sud de Biarritz, en face de ce qu'était chez moi. Encore sur la plage, on m'aperçoit là, parce que c'est moi qui joue le rôle de Tom, le surfeur dans le film, et avec le petit Joachim qui joue le rôle de Baptiste. Il s'appelle Baptiste dans le film. Voilà, sinon on voit l'équipe technique, la prise de son, la perche. Oui. Voilà, même sur une plage, il faut avoir tout ce matériel. Très bien, j'avance. Oui. Oui, tu peux continuer. Alors voilà, là on est dans la maison qui est le décor qui nous a servi pour la maison de Julie et sa famille. On aperçoit à gauche Lou, sa fille, jouée par Salomé Langlois, une adolescente de Biarritz d'ailleurs, que j'ai trouvée là-bas, le petit Joachim qui joue Baptiste. On aperçoit là avec la casquette Guillaume, le chef opérateur. Et voilà le matériel, voilà du matériel très professionnel avec des écrans partout. Julie qu'on aperçoit sur un écran. Voilà. Tu peux passer, Bénédicte. Voilà. Alors ça, c'était un moment assez extraordinaire, tournage de nuit. Dans le film, il y a une scène où le petit Baptiste fait une crise d'épilepsie et panique à bord. Sa mère appelle les pompiers. Et on a eu la chance d'avoir un camion de pompiers qui, très gentiment, sont venus jouer la scène pour récupérer l'enfant et toute la famille et partir donc à l'hôpital. Donc voilà, ça a été assez formidable parce qu'ils étaient, comme toujours pour ce film, les gens étaient tellement touchés par l'histoire qu'ils y ont mis une bonne volonté, ils étaient ravis de participer, ça a été formidable. Et là, on aperçoit Emmanuel entre deux séquences se concentrant. Voilà, on voit le chef opérateur sur sa grue. Voilà, alors là, si on retourne un peu à la plage, sur la gauche, on aperçoit, je suis là avec ma planche de surf, avec mon copain, un copain d'Histoire qui s'appelle François, qui est joué par Pascal Taureau. Derrière, on ne le voit pas, il y a mon van, voilà, le van de Tom. Au centre, c'est une scène de feu de camp sur la plage. On a eu la chance d'avoir l'autorisation à Biarritz, qui est très, très difficile, parce que tous les feux de camp, maintenant, sont interdits sur les plages. Et là, on voit Tom, Julie et François. Sur la droite, c'est une scène dans un restaurant près de la plage, qui donne sur la plage en Anglette, le Lagunac, entre Julie et Tom. Et là, on voit Tom en train de regarder la mer en fin de soirée. Voilà, on peut passer, Bénédicte. Alors, sur la gauche, dans l'histoire, il y a une grand-mère aussi, la grand-mère de Baptiste, Marie-Hélène, qui est jouée par Isa Mercure. Voilà. Dans un café, on voit Julie qui parle avec sa copine. Bon, on ne la voit pas de face, malheureusement, la copine, qui est jouée par Néliane Guillon. Toujours le chef opérateur en train de filmer dans ce café le soir. Là, en dessous, on voit sur l'écran, c'est une scène
très intime entre Tom et Julie dans une voiture. Et là, alors là, c'est une scène qui est un flashback. C'est quand Julie et son mari, l'enfant est plus petit, là, c'était un autre bébé qu'on a pris. Mais toujours dans la famille, on l'a trouvé. Donc, ce qui était pratique, petite 2 ans. Et ils vont voir le médecin, docteur Mignard, qui va être terriblement pessimiste, et ça va être une scène très, très dramatique en leur disant, mais il y a peu de chances que votre fils évolue. C'était terrible. Scène totalement vécue. Voilà, on peut passer, Bénédicte. Alors voilà, là je suis avec Ludivine Belcave. Ludivine, c'est la script, un rôle très très important au cinéma parce que c'est elle qui note tout. Et si je l'avais pas eu, je m'en sortais pas. Elle était toujours avec moi pour me dire, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les raccords, très importants, parce que vous tournez pas dans l'ordre. Alors, il faut que tel acteur qui avait cette veste, il faut qu'il retrouve la même veste 3 jours après, parce que voilà, donc c'est une personne très précieuse sur un film. Au milieu, il y a notre Salomé qui joue Lou, qui se pose des tas de questions sur sa tenue. Ben, c'est normal, c'est une adolescente. Elle a un physique, on l'imagine très bien, futur Emmanuel Béard, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Et le fameux clap, là, sur la droite, très important, il faut avant chaque prise, il faut un clap et on numérote. Chaque prise est numérotée, c'est très, très important pour après ne pas se perdre quand on fait le montage du film. Toujours Emmanuel, très concentré entre 2 prises. Voilà, on peut passer. Alors, on est de nouveau sur la plage. Alors, vous voyez, moi, comme j'étais en même temps acteur et réalisateur, j'ai le casque sur les oreilles pour écouter la scène que je viens de tourner, et à droite, je la regarde, la scène que je viens de tourner, pour pouvoir juger, savoir s'il faut encore faire plusieurs prises, et voilà. J'avais les 2 casquettes. Enfin, heureusement, on peut voir ce qu'on a fait, donc ça permet de pouvoir corriger éventuellement son interprétation, etc. Et alors, on a eu quelques séquences qui se sont tournées carrément dans l'eau, avec une caméra à l'intérieur de l'eau. Et ça fait beaucoup d'effets à l'écran après. Voilà, donc le réalisateur est avec une caméra, évidemment avec un sac étanche, pour tourner dans l'eau. Et Emmanuel et moi en train de discuter sur la plage. On peut passer. Alors voilà, alors ça par contre, c'est tourné à Paris. C'est la fameuse scène avec les thérapeutes israéliennes, parce que j'ai repris cette scène-là qu'on a vécue dans le film, Rendez-vous à Paris avec ces thérapeutes. Donc, et on a tourné dans un centre, alors le seul centre qui existe à Paris, mais qui est tout petit, c'est une petite association, qui justement utilise la méthode Feuerstein. Donc, comme notre fils a été pendant 6 ans chez eux en rééducation, quand je leur ai parlé du film, ils m'ont ouvert les bras en disant, mais bien sûr, vous pouvez tourner ici. Et voilà, donc ça a été très, très chaleureux. Et l'actrice qui joue la thérapeute israélienne est une Israélienne. J'avais 2 Israéliennes qui jouaient les thérapeutes israéliennes. Et à un moment donné dans le film, elles parlent en hébreu, ce qui donne d'autant plus d'authenticité. Voilà, on peut passer. Et alors ça, c'est la scène avec la psy, comme je disais tout à l'heure. Notre héroïne Julie, évidemment, s'accroche, elle a besoin de ces séances de psy, et il y en a pas mal pendant le film, on la voit souvent revenir. La psy est jouée par Christina Krevigen, et on l'a tournée à Paris, même si c'est censé être à Biarritz. Bon, enfin, c'est un cabinet de psy, personne ne le verra. Donc voilà. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on a tourné. Maintenant, ce qu'il nous reste à tourner. Donc, comme je vous disais, il y a une partie qui va se tourner en Israël. Alors là, j'ai évidemment pas de photos de tournage, mais dans le langage du cinéma, on appelle ça un mood board, c'est-à-dire c'est des images qui donnent des impressions de l'atmosphère et d'éventuels décors. Voilà. Alors là, on a une vue de Jérusalem la nuit, des vues de la vieille ville, en haut à droite le souk, une rue très animée. C'est une ville complètement folle, Jérusalem, pour ceux qui connaissent.
et un café de Tel Aviv. Voilà. On peut passer, Bénédicte. Et alors là, c'est carrément dans le centre Feuerstein. Et le petit garçon que vous voyez là, c'est mon fils, c'est Malo, à l'époque où il allait en rééducation là-bas avec une thérapeute. On le voit aussi en bas à droite en psychomotricité, et c'est sa maman qui est au-dessus de lui avec la thérapeute. Là, c'est sa petite main, et puis au centre, c'est le professeur Feuerstein, qui a vécu très, très, très âgé, jusqu'à 94 ans, je crois. Il est mort en 2014, je pense. En bas à gauche, on voit l'entrée du centre de l'Institut. C'est écrit en hébreu, évidemment. Et la grande plage de Tel Aviv. Voilà. Et puis alors, on change de décor, San Diego, parce qu'en fait, dans l'histoire, Tom est professeur de français à l'université de San Diego. Et oui, il ne vit pas à l'année dans son van. Donc voilà, San Diego qui est aussi une ville côtière, une ville où le surf est très présent, donc il y a des surfeurs un peu partout. On aperçoit à droite l'université de San Diego, qui est une très très belle université d'ailleurs, avec des étudiants. Là, on peut imaginer que c'est le bureau où Tom travaille, on le voit en gros plan, puis en plan plus élargi, et puis la plage et une maison typique de San Diego qui pourrait être la maison de Tom. Ce ne sera pas ça d'ailleurs, parce qu'on sait ce qu'elle sera maintenant. Voilà, tu peux passer Bénédicte, et voilà des paysages, la côte californienne, encore des planches de surf, une vague typique de là-bas, très belle, on dit une vague qui tube, superbe vague, et là, en bas à droite, encore l'université de San Diego, qui est très intéressante architecturalement, parce qu'hispanique dans le style, et vraiment une très belle université. Voilà, on a fait un peu le tour de l'histoire de ce film. Il n'est pas terminé, j'espère qu'il sera terminé, je dirais, fin 2024, parce qu'il faut tourner les séquences qui manquent, et puis bien sûr, il y a le montage et la post-production. Voilà, maintenant, si vous avez des questions à poser sur... Est-ce que tu veux que je montre le trailer? Ah oui, le trailer, j'avais oublié, c'est le plus important. Oui, on a quand même tourné beaucoup de choses, et on a fait un petit trailer de 4 minutes qui déjà donne une idée du film, de ce que sera le film. Voilà. Vous voyez bien la page avec la vidéo, n'est-ce pas? Oui. Tous ces parents à la sortie de l'école, ça me rend malade. Ils parlent entre eux. Ils sont joyeux, ils sont fiers. Tout est normal. Moi, quand je vais chercher Baptiste, j'ai la peur au ventre. C'est ça, notre vie. Votre fils a un problème. Oui, on sait bien. Il a un retard global. Mais ça se rattrape, non? Il y a bien des enfants qui rattrapent. Il y a peu de chance, madame, quand ils sont dans cet état. Maintenant, c'est le cerveau qui décide. Il a 5 ans? Il parle pas? 3. 3, c'est pas bon. 5, c'est bon. Pour moi, il a entre 1 an et demi et 2 ans d'âge de développement, pas plus. Tu te fous de moi, Philippe? Non, écoute, je suis désolé, j'ai rien pu faire. C'est pratique, hein? Tu sais que quoi qu'il arrive, j'assure. Ton boulot, ça passe toujours avant tout, même avant ton fils. Il y a à Jérusalem un centre extraordinaire pour les enfants différents. Et
je sais, ça coûte beaucoup d'argent et c'est un grand voyage, mais les résultats sont exceptionnels. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à Jérusalem? Alors là, il nous manque une carte. Tu choisirais laquelle? Merci. Mais Tatiana, Oh, maman, je m'attendais. elle connaît parfaitement ses couleurs. Bravo. Je crois en ton fils, tu sais. Il va aller loin. Il est intelligent, j'en suis sûr. Et il a le sens des vagues, et ça c'est important. Bon, le temps passe très vite et il faut trouver la bonne solution pour Baptiste. Alors, il a fait des progrès, c'est incontestable. Il écoute mieux, il comprend un peu. Mais il n'est pas du tout prêt pour les apprentissages. Mais c'est avec une équipe professionnelle, dans une structure dédiée aux enfants handicapés, que Baptiste progressera le mieux. Et je crois que nous en sommes tous convaincus. Mais moi, j'en suis pas convaincue. Et je suis sa mère. C'est moi qui suis avec lui tous les jours et toutes les nuits. Mais j'ai pas le choix, c'est ça. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas, je n'accepte pas. Tu vas y arriver, Baptiste. Tu vas y arriver. On va y arriver, je te le jure. On a tout l'océan avec nous. Tout l'océan. Voilà. Est-ce que c'était moi sur mon portable, j'avais des sauts dans l'image et tout, c'était pas votre cas? Non. Non, ça passe bon. Alors c'est mon portable qui devait faire ça. Oui. Le son n'était pas parfait par moment, mais j'ai peut-être à cause de l'ordinateur, j'ai dû pianoter sur mettre le stéréo. J'espère que vous entendiez bien tous. Voilà, ben je vous remercie beaucoup. Donc je peux répondre à des questions si Bravo, nécessaire. merci, c'était passionnant à écouter et bien sûr poignant aussi. Donc, si vous voulez poser des questions, allumez votre micro, mais peut-être mettez votre main d'abord si vous savez le faire, ou simplement parler si vous ne savez pas. Moi, j'ai déjà une question, André, parce que tu parles bien sûr là c'est un point de vue technique plutôt, du chef opérateur, je ne sais plus où on le voit. Qu'est-ce qu'il fait exactement, le chef opérateur? C'est lui qui fait l'image. C'est ce qu'on appelle aussi le directeur de la photo. C'est-à-dire c'est lui qui, avec le réalisateur, mais c'est lui qui sait manier, placer la caméra, voilà, on est en équipe avec moi, mais c'est très très important. C'est lui qui sait comment éclairer, voilà, c'est lui qui décide de l'image. C'est très très important. Sur un film, le chef opérateur, après le réalisateur, c'est le personnage le plus important. Et aussi une remarque, il y a des gens qui rêvent d'être acteurs. Moi, j'aurais rêvé d'être script. Et c'est parce que très jeune, j'ai lu un livre sur la vie une autobiographie de François Giroud. Et c'était, je ne sais pas si tu sais, mais c'était son premier job. Ah bon, non, je ne savais pas, non. Script, parce qu'elle était très amie avec, ça y est, je vais oublier son nom, un grand acteur et metteur en scène. Sa famille était amie avec lui. Donc, c'était comme ça qu'elle est devenue un peu connue. Voilà, je laisse la parole aux autres. Alors, Tess. Juste une question bête. Il avait quel âge déjà votre fils quand vous êtes allé en Jérusalem? Il avait 6 ans la première fois. 6 ans. Et c'était comment que vous avez entendu parler de cet institut?
C'était 1 an plus tôt, même pas d'ailleurs. Donc il avait 6 ans et il est né en 2009, donc c'était en 2015, voilà, c'est 2015. Enfin, désolé si vous l'avez dit pendant le Non, je tournage. vais pas donner de date. Pas hein, capté. Et puis cet institut est là depuis quand que ça existe, cet institut? Ça fait longtemps parce que, alors, je crois, je les ai quelque part dans mes notes, mais c'est au moins depuis les années 60, hein, je pense, 60, 70, 70, je pense. Oh, Mais le wow. professeur Feuerstein était déjà, dès les années 50, avait commencé à travailler avec justement, au départ, les enfants qui revenaient des camps de la mort, qui étaient complètement détruits. Et il a commencé à développer sa pédagogie. Mais l'Institut tel qu'elle est maintenant, je crois que oui, ça doit faire depuis les années 70 à peu près. Merci. Amy? Oh, pardon. Ah, pardon. Vas-y, Amy, parce qu'elle a... Oui, je suis curieuse de savoir un peu plus sur l'éducation en France pour les enfants en situation de handicap. Est-ce que on crée un programme spécialisé pour chaque élève ou quelqu'un a dit que Chirac a fait passer une loi pour que les élèves soient éduqués dans le système public. Donc, si vous Alors, parlez un peu. voilà, je vais vous répondre. Sur le papier, c'est plutôt pas mal ce qui est dit. Dans la réalité, ça n'a rien à voir. Quand on a voulu... les directeurs d'établissement trouvent toujours de bonnes raisons. Quand on a voulu, justement, au retour de Feuerstein, et c'était le moment où Malo, on lui avait fait redoubler sa maternelle pour gagner du temps, pour ne pas... Et quand on a voulu le mettre à l'école primaire, donc dans une école, toutes les écoles qu'il y avait autour de chez nous se débrouillaient pour trouver des raisons pour ne pas l'accepter. Et c'est une école catholique, chrétienne, catholique, privée, qui l'a accepté, la seule qui l'a accepté. Alors oui, il y a des systèmes. Maintenant, la loi dit qu'en principe, on ne peut pas refuser un enfant avec handicap dans une école, mais ils trouvent toujours une raison, si vraiment ils ne veulent pas l'intégrer. Alors, il y a des systèmes d'ULIS, de ce qu'on appelle les classes ULIS, des classes adaptées pour les enfants. Mais selon les établissements, c'est plus ou moins développé et dans l'ensemble beaucoup plus, moins que plus. Et il y a un système d'AVS qu'on appelle maintenant des AESH, c'est-à-dire d'accompagnement de vie scolaire pour les enfants. Mais alors le problème, c'est que c'est la plupart du temps des gens qui ne sont absolument pas formés. Et nous d'ailleurs, on a pris la décision à partir d'un moment d'engager quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a une AVS privée que l'on paye, qui est une psy, qui est formée, qui est formidable, parce que les AVS qu'on trouve dans les établissements, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui sont au chômage, qui ne savent pas quoi faire. Ah ben tiens, comme on en demande tout le temps, parce qu'il y en a besoin, il n'y en a pas assez, ben, n'importe qui fait ça. Et qu'est-ce qu'ils ont? 3 jours de formation, enfin un truc absolument ridicule. Donc, sur le papier, il y a eu des progrès. Dans la réalité, ça reste quelque chose de très compliqué. Et il y a quelques établissements. Nous, on a de la chance à Paris. On a le collège Jules Ferry qui est pas loin de chez nous. Une grande chance il y a une très bonne politique par rapport à l'inclusion. Mais c'est pour le handicap moteur. Parce que, en ce qui concerne mon fils, au début, tout le monde pensait qu'il y avait une déficience mentale. Et ils se sont rendus compte que non, pas du tout, puisqu'il était parfaitement bien dans sa tête. Donc, on a changé, parce que tout ça, c'est des classifications par rapport à ce qu'on appelle la MDPH, la maison qui s'occupe de tout ça. Et maintenant, il est avec les handicapés moteurs. Mais il y a quelques établissements qui sont bien, mais ça reste pas du tout dans la culture. C'est très compliqué, quoi. L'inclusion reste... et comme il y a en France, en plus, voilà, on est dans l'éducation à l'école reste très, très, j'allais dire, un peu militaire, quoi. Il faut apprendre, ils sont débordés de devoirs, ils font toutes les activités à côté, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas le temps, parce que voilà, c'est pas facile. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas facile. Même si ça progresse, il faut le reconnaître, ça progresse bien. Alors que toi, Amy,
puisque c'est le cas d'avoir un enfant. Le progrès ici, c'est lent aussi, mais on a beaucoup lutté, énormément, depuis 50 ans, même plus, ça fait. Et il faut surtout porter plainte. Aux États-Unis, il faut utiliser toujours les avocats et la loi pour faire des progrès. Ce qui est vraiment dommage, mais c'est comme ça, le système. Donc, en fait, ma question a été en partie répondue. Ce qui m'avait vraiment surpris au début, quand tu as mentionné que ton fils faisait donc partie d'un programme d'inclusion dans une école primaire ordinaire. Donc, en fait, tout le temps qu'il a passé là, il a assimilé la matière. Personne ne s'est rendu compte, en fait, de ses compétences. Personne n'a pris le temps de dire, on va lui faire passer certains tests pour essayer de voir. Et il a vraiment fallu que vous trouviez un plan B qui s'est passé en Israël. C'est quand même assez incroyable aussi. Parce qu'avec des enfants comme ça, on voit cette intelligence, on peut la sentir. Et que personne n'a pris le temps d'en consacrer avec lui, justement, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Ça, c'est quand même assez choquant. Bah, c'est-à-dire qu'il était dans un coin, quoi, avec son AVS, et voilà, rien, quoi, rien. Mais alors, c'était pas facile, parce qu'effectivement, ces difficultés de communication, il fallait aller le chercher. C'est ce qu'ont fait ces thérapeutes israéliennes, qui tout de suite, mais il y avait une pédagogie incomparable. Non, il ne se passait rien. Et il a appris, mais quand je n'exagère rien quand je dis qu'on a découvert qu'il savait lire parfaitement, qu'il savait ses chiffres, qu'il savait tout, quoi. Il avait tout intégré. Ça devait être renversant pour toi et ta femme. Ah oui, renversant. Alors, on a été de surprise en surprise. Les thérapies là-bas à Feuerstein, il y a quelques thérapeutes qui sont français, mais la plupart sont israéliens, et donc ils parlaient en anglais. Nous, on traduisait pour Malo, et puis un jour, on s'est rendu compte qu'il réagissait avant qu'on ait besoin de traduire. Bah oui, il avait intégré la langue, et il possède l'anglais, c'est incroyable. Sans faute d'orthographe et tout, on ne sait pas trop comment. Incroyable. Oui. Ouais, tellement dur d'une part, mais quand il arrive ce genre de moment, finalement. Oui, alors maintenant, ce n'est pas fini, parce qu'il a fait d'énormes progrès, mais c'est compliqué d'écrire à l'ordinateur sur le plan de la motricité. Donc, il est lent, et plus il avance dans les études, il faudrait vraiment qu'il progresse, qu'il arrive à écrire plus vite. Voilà, parce que l'école, plus ça avance, et moins on fait de cadeaux, quoi. Donc, voilà. Et donc peut-être tu ne l'as pas dit, il ne peut pas parler, n'est-ce pas? Il ne parle toujours pas. Alors, il y a des petits progrès, il commence à maîtriser certains sons, tout ça, mais enfin, on est loin du compte, quoi. Parce qu'il y a certains systèmes avec les ordinateurs où un enfant inadapté qui ne pourrait pas taper peut parler. Et ça, c'est le gros souci de notre fils, c'est que malheureusement, il ne peut pas signer et il ne parle pas. Donc, la copie. Alors, il n'y a que l'ordinateur. Signer, oui. Je croyais que tu voulais dire signer son nom. Non, signer avec les mains, quoi. C'est surtout alors c'est compliqué sur le plan des études, et c'est compliqué sur le plan relationnel. Surtout, voilà, parce que c'est très difficile de développer des amitiés de son âge, parce que la relation est compliquée. Mais par contre, tu disais que, contrairement à certains autistes qui n'aiment pas être touchés, ce n'est pas le cas de Malo, n'est-ce pas? Non, parce qu'en fait, il a des comportements qui s'apparentent à l'autisme, mais il n'a pas du tout intérieurement, il n'a pas d'angoisse comme ont les enfants autistes, cette impression d'isolement, tout ça, pas du tout. Je veux dire que dans sa tête, il est plutôt bien dans sa peau, et il est très câlin, non, il n'a pas du tout. Par contre, il a effectivement des comportements d'agitation, de ce qu'on appelle des stéréotypies, une façon de lutter contre la difficulté de communication, donc se trouver des compensations. Mais il n'a pas voilà, il n'a pas ce qui est très angoissant pour les parents d'enfants autistes, c'est l'angoisse de l'enfant, et qu'il exprime parfois de façon violente, ou voilà, Ne pas pouvoir toucher son enfant. Oui, c'est terrible.
moins, il y a ça qui doit être très agréable pour vous. Oui. Tess, Pardon, j'ai une petite question. Différent. T'as appris à surfer pour ce film? Non, je sors depuis que j'ai 13 ans. Ah, waouh! J'aurais été incapable d'apprendre. Il faut avoir surfé toute sa vie. En quand France on que tu as arrive à appris mon ça? âge. Mais je suis né à Biarritz. Ah, ok. Je sais pas. Biarritz. J'ai J'ai jamais, grandi au bord de j'ai la. jamais au bord fait de la ça. On allait on en a fait des Floride épisodes, Tess. tous les étés quand j'étais petite. Ça mais ça j'ai jamais amène surfé, hein. directement à ma question. La communauté surf, qu'est-ce que vous avez développé comme relation avec eux? Est-ce que vous avez maintenant des liens avec des communautés surf à Biarritz ou en Israël ou même à Hawaï? Et quelle a été la réception et la réponse de la communauté surf? Alors là, c'est surtout à Biarritz parce que j'ai pas eu d'autres. En Israël, le surf n'est pas très présent. Il y en a, oui, il y en a, mais c'est quand même pas le sport national. Non, en fait, la communauté surf à Biarritz a été très enthousiaste par l'idée de ce film. Donc, il y a non seulement du surf pur et dur, mais il y a une association nationale d'ailleurs qui s'appelle Handi Surf pour le surf pour les personnes handicapées, qui ont une fédération et qui ont une équipe. Et alors, ça c'est un scoop, l'équipe de France Handi Surf, qui est basée à Biarritz, a gagné les derniers championnats du monde. Cette année, ils ont gagné les championnats du monde. Et je suis très en rapport avec le président de l'association. On a beaucoup parlé pour le tournage, justement, pour savoir comment bon, moi, j'avais pas trop de difficultés étant surfeur moi-même et ayant mon fils. J'avais l'habitude de savoir comment coacher le petit sur la petite planche. Mais bon, j'ai beaucoup parlé avec lui. Par ailleurs, il y a la Maison du Surf à Biarritz m'ont beaucoup aidé aussi. C'est une autre association. Et il y a tous les ans un festival international de films de surf. En fait, pas à Biarritz, mais juste à côté. Mais c'est pas des films de surf au sens sportif. C'est des films qui développent des idées, des thématiques. Et on est déjà programmé à ce festival. Rien qu'à la vue du trailer, le gars m'a dit, écoute, le prochain festival, si ton film est prêt, je le diffuse. Voilà. Mais je me demandais à Hawaï, vu que c'est américain et vu que déjà les écoles américaines ont une approche avec des personnes différentes, comme vous dites, s'il n'y a pas un lien avec la Hawaï, enfin les Hawaïennes et eux déjà qui ont la veille sur les personnes différentes et en plus le surf. Mais je pense que ça existe. Alors, je sais pas. Je sais qu'il y a des associations aux États-Unis, à Hawaï sûrement. Il y a Tahiti aussi où il se passe des choses. Mais de plus en plus, et les stages de surf pour les enfants autistes en particulier, ça se fait de plus en plus aux États-Unis, en Angleterre, sûrement à Hawaï, j'imagine, à Tahiti. Voilà. Ça... Très bien, Camille? Il faut appuyer sur ton... Oui. Alors, je voulais juste savoir quand est-ce que... comment on pourra voir le film depuis ici, nous, quand il sera sorti? Alors, bonne question. Tout dépend comment il va être distribué. Pour le moment, on ne le sait pas encore. Plusieurs solutions. On va le présenter en premier lieu dans des festivals, dans des festivals, y compris d'ailleurs, on a déjà de grandes chances d'être au festival, enfin c'est pas tout à côté, des films français à Saint-Louis, Missouri, et à San Diego aussi certainement. Après, on va voir si une plateforme peut acheter le film, c'est pas impossible, comme Netflix ou Amazon, enfin on verra. Et après, bon, il sera certainement distribué en salle en France. Ça va être tout le travail qui va suivre une fois que le film est terminé, quoi. Donc on ne sait pas encore, mais il y aura certainement moyen de le voir quelque part. Voilà, vous me tenez au courant. Et j'aurai peut-être personnellement un lien pour faire parvenir. Voilà. Merci beaucoup. Ah, mais j'adorerais pouvoir dire aux gens, allez voir le film d'André sur Netflix.
On croise les doigts. Pour l'instant, il faut qu'on le termine. Voilà, on est toujours en recherche de fonds, comme je vous disais. Donc, si vous connaissez des mécènes, n'hésitez pas. Oui, oui, même à travers les États-Unis ou l'Europe. Oui, n'importe où. À Pittsburgh. Le nerf de la guerre, comme on dit. Toujours. Voilà. D'autres questions? Messieurs, dames? Julie? Donc, d'après ce que tu as dit, donc, bien sûr, ça c'est le surf, mais il y a aussi les bienfaits de l'océan, le mouvement des vagues et puis d'être là avec l'air. Ça, c'est formidable aussi. Bien sûr. Bien sûr. Et ce que je ne vous ai pas dit, ce fameux médecin Guillaume Baruch là, de Biarritz qui a écrit ce livre, lui, c'est assez extraordinaire. Je vais vous montrer d'ailleurs, il fait des ordonnances pour le surf. Je vais vous montrer. Ah ben oui, oui, carrément. Il fait des ordonnances pour que les... Est-ce que vous voyez là? Elle a bien contre le téléphone. Enfin, on te croit sur parole. Oui, un peu plus à gauche, je crois. Pour toi. Encore. Voilà. Ou ordonnance, en tout cas. Thérapie. Voilà. Thérapie, surf thérapie. Exactement. Alors, 2 fois par semaine, 30 minutes, et puis marcher dans l'eau, parce que c'est formidable, ça, de marcher au bord de l'eau, marcher pieds nus au bord de l'eau pendant longtemps, et tous les bienfaits de la mer, tout ce que ça apporte, même les minéraux, tout ça, enfin, tout ce qu'on veut. Enfin, quand elle n'est pas polluée, évidemment, il vaut mieux qu'elle soit... Mais tu avais évoqué les Hawaïens l'autre fois. Oui. Qu'est-ce que tu disais, les Hawaïens? Pour eux, ça coule de source, quoi. C'était les Tahitiens. Il se trouve qu'on a une relation particulière avec la personne qui s'est occupée de ce qu'on appelle la cantine sur un tournage, c'est-à-dire que tout ce qui prépare les repas, il se trouve que c'est toujours une Tahitienne, Ivana, qui d'ailleurs on a mangé mais incroyablement bien, et ça c'est très important parce que pour le moral des troupes. Bien sûr. Et elle est aussi très, très proche de la communauté surf de Tahiti, c'est très important aussi. Et ce qu'elle me disait, c'est que la thérapie par l'eau, pour les Tahitiens, traditionnellement, c'est quelque chose de totalement évident. Ils soignent tout avec l'eau, avec la mer. Une femme enceinte, il faut qu'elle aille passe du temps chaque jour dans l'eau. L'eau est chaude à Tahiti, c'est facile. Voilà, ça fait partie de leur tradition, de leur culture, et pour eux, c'est une évidence. Le soin par la mer est pour eux une évidence sur tous les points de vue, et physique et psychique. Très bien, je pense Un petit commentaire quand même, le mot de la vas-y. fin. Mon Oui. fils habite en Californie et mon plaisir le plus grand quand j'y vais, c'est de regarder les surfeurs. Je me suis toujours dit, pourquoi est-ce qu'ils aiment tellement ce sport? Il y en a tellement. Et je crois que maintenant, je ne les regarderai pas de la même manière parce que je suis sûre que beaucoup de ces jeunes, parce qu'il y a des petits camps de vacances pour les enfants, des toutes petites planches, c'est adorable. Je suis sûre qu'il y a un côté bénéfique aussi, pas seulement loisir. C'est tellement un sport qui est courant sur la côte de Californie. Bien sûr, Je les vois parce que... il y a tout un environnement qui est extraordinaire. Bon, c'est très, très exaltant, la pratique, mais c'est ce qui nous entoure aussi. Alors, surtout que le surf est maintenant débarrassé de son côté. Ça pouvait avoir, pendant longtemps, au début, les premiers surfeurs, dans les années 70 et 80, étaient souvent aussi très dans la drogue, enfin, c'était assez terrible. Maintenant, plus du tout. On est revenu à un surf purifié quelque part. Le problème, alors là, je parle en local de Biarritz, c'est que il y a trop de monde. Il y a trop de monde, mais c'est bien, mais en même temps, il y a tellement de monde sur les spots maintenant que ça devient très compliqué.
C'est très compliqué de trouver des endroits parce que c'est un sport quand même où on a besoin, c'est un peu méditatif, on a besoin de se sentir en osmose avec les éléments, les vagues. Et quand vous rentrez dans l'eau, il y a des surfeurs de tous les côtés, c'est pas commode parce que chacun veut essayer de prendre sa vague. Et voilà. Et c'est très énervant pour moi quand je vois tous ces petits jeunes qui surfent comme des dieux, parce que moi j'ai quand même un peu perdu. C'est très agaçant. Ça pourrait être interdit. Absolument. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est c'est une perspective différente maintenant. C'est intéressant. Voilà. Là, il y a plein de. Où la Beach, il y a beaucoup de places. C'est une plage énorme. Et il y a la vague pour tout le monde. Mais ça m'a Et toujours c'est où attiré. en Californie? Il est à Redondo Beach, à 2 heures de San Diego. Redondo Beach. Oui, je vois très bien. Ouais. C'est la plage des surfers. Ouais, c'est au sud de Los Angeles, hein, c'est ça. Absolument. C'est le South Bay. J'ai souvent surfé là-bas en Californie aussi. J'y surfe régulièrement. J'ai une planche chez un copain là-bas. Oui. Donc voilà, dans ma liste des choses que tu fais, acteur, Oui. scène, j'ai oublié de dire surfeur. Ça sera En noté plus. pour la prochaine fois. Tant que je peux. C'est l'homme orchestre. Hein? Tout à fait. Très bien, je pense qu'on peut clore ce chapitre passionnant, poignant, magnifique. Et nous étions suspendus à tes lèvres et nous te remercions du fond du cœur. Ben merci de cet accueil et j'étais ravi de partager cette aventure incroyable avec vous. Et voilà, croisons les doigts pour que tout continue aussi bien. Voilà. Très bien. Merci Bénédicte, merci à toi, merci à toutes et à tous. Même ceux qui n'êtes pas au micro, vous pouvez faire comme ça, comme dans le langage sign language, je crois. Ah oui, on fait comme ça en fait. Oui. Comme ça. Voilà. Très bien, André, tu es bienvenue de rester, bien sûr, parce que maintenant, Amy va nous parler de nous faire sa présentation. Est-ce que je peux